Nous observons une tendance de plus en plus fréquente des derniers temps dans le domaine de la forme, c'est de baser tout ce qu'on dit sur des études scientifiques. Et si on propose des solutions qui ne sont pas validées par une étude scientifique, on considère bien qu'on présente quelque chose qui n'a aucun intérêt, qui n'est pas prouvé. C'est le problème que beaucoup de coachs se pensent scientifiques mais ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est que la preuve scientifique en fait? Qu'est-ce que c'est que l'evidence-based, basé sur la preuve? Et dans tous les entraînements, tous les accompagnements que je fais, eh bien, tout est basé sur la preuve que ça fonctionne. Mais il y a plusieurs niveaux et plusieurs éléments dans ce qui est l'evidence-based. Et les études scientifiques en sont un élément. Alors, une étude scientifique, eh bien, qu'est-ce que c'est pour être vraiment valable? Eh bien, typiquement, l'idéal, c'est d'avoir une population témoin, donc qui ne fait rien, et une population sur laquelle on fait une intervention. Donc, on va tester, par exemple, un protocole. On applique ça pendant un certain temps, on regarde des résultats avec un certain nombre de métriques et ça permet de dire, eh bien, ce système fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est un petit peu là-dessus que vont se baser les coachs qui disent qu'ils travaillent uniquement avec des preuves basées sur les études scientifiques. C'est important de faire ça, c'est ce qui nous fait progresser, c'est ce qui nous permet de tester des hypothèses et d'aller plus dans les détails pour comprendre les mécanismes derrière. Mais c'est un élément parmi tout ce qui est evidence-based, parmi tout ce qui est basé sur la preuve. C'est un élément qui est très important, qui est assez proche du niveau maximum parce qu'on a vraiment un contrôle de ce qui se passe, on contrôle les éléments et donc on peut vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Malgré tout, on a encore un niveau supérieur. Ce sont les méta-analyses qui vont aller regarder plein d'études et qui vont pouvoir tirer des conclusions plus valides. Parce qu'une étude scientifique, pour être vraiment valable, et ça c'est valable, que l'on soit dans le domaine de la forme, de la nutrition, de la médecine ou des sciences physiques ou de l'astrophysique, eh bien une expérience doit être parfaitement renouvelable. On doit avoir un protocole bien précis et on doit pouvoir renouveler cette expérience. Et si on obtient les mêmes conclusions, on renforce la valeur de l'étude scientifique. C'est ce qui nous permet d'avoir des méta-analyses derrière parce que ça permet de voir un ensemble d'études, parfois un peu différentes, mais en tout cas qui nous permettent de tirer des conclusions. Et le problème, c'est qu'on a tendance à rester là-dessus et à penser que c'est la seule chose qui compte. Il n'y a pas que les études scientifiques, il y a tout un spectre de preuves et donc d'expériences basées sur la preuve qui nous permettent de savoir que quelque chose fonctionne. Et en plus de ça, eh bien, les études scientifiques dans le domaine de la forme ont des limitations inhérentes au domaine qu'on étudie. On pense à la médecine. À la médecine, ça prend énormément de temps pour savoir bien, si une nouvelle molécule est efficace ou pas. Si on va simplement faire une étude scientifique sur l'efficacité d'un nouveau médicament, ça demande tout un tas de phases avec des études différentes. Souvent, lors des études dans le domaine de la forme, on n'a pas toutes ces phases-là. On a vraiment juste une étude qui est faite dans un contexte où on n'a pas toujours parfaitement le contrôle de toutes les variables. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il y a énormément de variables. Et quand on regarde les résultats, on a tendance à se limiter à regarder le résultat statistique. Mais si quelque chose est efficace, quand on regarde plus dans les détails dans une étude, on voit qu'il y a de grandes variations. Il y a eu de très bons répondants, merveilleux résultat. Il y a eu de non-répondants, chez lesquels ça s'est empiré. Et on a la moyenne. Alors, si la moyenne est bonne, on a tendance à penser que c'est bon. Il y a aussi des problèmes d'interprétation des résultats où on a tout qui est bien valable, on ne donne que des faits, mais on interprète de la mauvaise manière. Je pense à la fameuse étude de l'Institut Nijmegen sur les effets de la méthode Wim Hof sur le système autonome, et donc ça avait démontré la capacité de contrôler consciemment un système qui est inconscient, donc en l'occurrence le système nerveux autonome, est passé de
sympathique à parasympathique. Et à partir de là, eh bien, beaucoup ont tiré tout un tas de conclusions sur l'incroyable efficacité de la méthode, sans voir ce que réellement disait l'étude, qui disait mais on est capable d'influencer volontairement un système a priori involontaire, inconscient, avec un entraînement minimal, juste une semaine, des différents sujets. Ça, c'était très intéressant pour tout un tas d'applications médicales derrière, bien, qui ne sont pas plus décrites parce que bien, l'étude s'arrête là et la conclusion de l'étude, c'est effectivement qu'il faut aller plus loin pour mieux comprendre les mécanismes et voir ce qu'on peut en faire. Les interprétations ont été faites de la mauvaise manière en disant que bien, cette étude prouvait que la méthode permettait de tout guérir. Interprétation un peu farfelue. C'est d'ailleurs pas le but de l'étude. Autre cas où on interprète mal une étude, c'est la fameuse étude de Tabata qui montrait que le groupe d'intervention avait eu de meilleurs résultats tant aérobie qu'anaérobie avec le protocole Tabata, hein, donc vraiment à 20 secondes à fond, 10 secondes de récupération pendant 8 fois, que le groupe qui n'avait fait que de l'entraînement aérobie. Et là, je l'écris plus en détail dans cette autre vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en quoi cette étude n'a pas été comprise, est mal interprétée et qu'on applique mal ce protocole. Donc même quand on est sur une étude scientifique, il y a un problème dans l'interprétation. Ça, c'est l'un des points les plus problématiques, eh c'est que beaucoup ne savent pas lire et comprendre une étude scientifique. C'est un métier, ce n'est pas si simple que ça demande déjà d'avoir quand même une bonne culture scientifique pour pouvoir interpréter correctement ce que nous donne une étude. En plus, une étude, c'est trop peu. Par contre, il y a d'autres éléments de preuve. L'autre problème des études dans le domaine de la forme, c'est que souvent on va être limité dans le temps. L'étude de Tabata, elle durait quelques semaines. Qu'est-ce qui se passait après? Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait, avec l'expérience accumulée, que lorsqu'on a des protocoles qui sont très glycolytiques, tels que Tabata, on a des progrès très rapides, mais ces progrès ne durent pas et on a tendance à avoir une chute derrière. Sauf certaines conditions qui étaient les conditions que respectaient les personnes étudiées par Tabata, qui en l'occurrence étaient déjà des sportifs de très haut niveau. Il y a d'autres éléments de preuve et justement c'est l'expérience. Quand on a un corpus de coachs, d'entraîneurs personnels, qu'on se connaît, on a un nombre de données incroyables sur des entraînements qui ont été donnés à des personnes. Ce ne sont pas des études scientifiques, c'est de l'expérience. Mais l'expérience est aussi une preuve. Quand on a un certain nombre de personnes qui suivent un protocole et qui obtiennent de bons résultats dans la vie de tous les jours, on peut commencer à se dire qu'il y a quelque chose. On peut avoir des explications aussi sur pourquoi ces protocoles fonctionnent et on va voir est-ce qu'on a des résultats sur un nombre suffisamment élevé de personnes. Ce n'est pas une étude scientifique parce qu'on n'a pas ces éléments de contrôle, ces éléments de comparaison, notamment la comparaison avec un groupe témoin. C'est quand même compliqué de dire à quelqu'un, toi tu restes assis toute la journée parce qu'on va juste comparer quelqu'un qui fait un entraînement. Donc on n'a pas ces éléments de comparaison, donc ce ne sont pas des études scientifiques, mais c'est de l'expérience. Je pense par exemple, j'ai mené mon expérience avec moi et aussi avec beaucoup de mes élèves avec le protocole Kettlebell Axe de Pavel Tsatsouline, alterné avec le protocole Quick and the Dead aussi de Pavel, et je vois les résultats. Est-ce que c'est une preuve absolue? Non, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, dans mon contexte, sur la durée. Et ça a fonctionné avec d'autres personnes. Donc, on peut s'orienter, plus il y a de personnes chez qui ça fonctionne, et on peut considérer qu'on a quand même preuve que ça fonctionne. Pour le valider scientifiquement, il faudrait faire un ensemble d'études avec un ensemble de contrôles, qu'il est parfois quand même compliqué de faire dans la réalité. Donc, je laisse les études scientifiques aux scientifiques qui ont les moyens, les compétences de poser un cadre pour aller vraiment faire des comparaisons et surtout aller regarder finement les mécanismes qu'il y a derrière. Mais pour le reste, nous faisons l'evidence-based, basé sur la preuve. Ça va des méta-analyses, des études scientifiques, l'expérience
et surtout la connaissance de beaucoup de coachs qui ont une expérience accumulée qui nous permettent de comprendre ce qui fonctionne ou pas. C'est ça le principe de l'evidence-based, c'est pas se baser uniquement sur une petite partie des éléments, mais c'est voir tout ce qui nous permet de savoir ce qui fonctionne pour vraiment aller sur le chemin de la forme durable.